Bonjour à tous. Bienvenue dans le briefing d'analyse approfondie de Daniel Davis, où nous vous présentons le meilleur de ce que nous avons appris cette semaine, ainsi que les informations les plus importantes découvertes au cours de la nuit. Et comme toujours, il s'est passé beaucoup de choses pendant la nuit. L'un des faits les plus marquants depuis notre dernière intervention à l'antenne, hier, c'est que le président Trump semble vraiment avoir le sentiment d'être désormais aux commandes. Et il estime que toute cette offensive économique est en train de mettre l'Iran à genoux. Alors, nous sommes descendus et nous les avons arrêtés. Ils n'auront jamais l'arme nucléaire. Ils veulent conclure un accord à tout prix. On ne sait même pas si nous le voulons. Parce que pour moi, le détroit d'Ormuz est un territoire américain à l'heure actuelle. C'est un territoire américain. Là encore, vous entendez tous ces applaudissements parce que youpi, on va tout simplement s'emparer sous réserve du territoire d'un autre pays. Et d'ailleurs, cela inclut aussi une partie d'Oman. Je ne sais pas si on l'a encore, je ne crois pas. Non, on n'a pas ce visuel sous la main, celui que Trump lui-même avait publié. Voilà, si vous pouvez peut-être l'afficher. Il y a quelque chose d'intéressant que je veux vous montrer. Parce que, quand il parle du détroit d'Ormuz, il parle du territoire iranien. Mais le cercle qu'il a placé là inclut aussi du territoire omanais. Et rappelons que cette semaine encore, le président Trump a promis ou plutôt menacé de bombarder à mort Oman. Désolé pour le gros mot, mais c'est bien celui qu'il a employé. Pas l'Iran, mais Oman, notre allié, pays avec lequel nous avons des accords et des installations de bases militaires. Donc c'est assez étrange et c'est assez problématique. Mais vous voyez, la mentalité du président ici, c'est mec, ça marche. Je peux prendre tout ce que je veux. Je peux faire tout ce que je veux. Et si je veux prendre un autre pays, si je veux bombarder un ami ou un allié, ça ne fait aucune différence, tant que j'obtiens ce que je veux. Cette mentalité est vraiment problématique, parce qu'elle est complètement déconnectée de la réalité. Mais écoutez, le président Trump n'est pas le seul à être vraiment optimiste ici. Vous allez voir dans quelques minutes qu'un certain nombre d'autres personnes sont presque euphoriques, persuadées que la théorie économique de Bessent va aussi fonctionner du côté iranien. En fait, elles disent que c'est déjà le cas. Mais laissez-moi vous montrer une autre déclaration du président Trump. Hier encore, il a dit que l'Iran voulait tellement conclure un accord. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas de marine. Ils n'ont pas de force aérienne. Ils ne paient pas leurs soldats. Ils ne paient pas leur police. Ils ont une inflation de 350%. Alors, on va simplement voir ce qui se passe. Et nous avons le contrôle total, comme vous le savez, de la frontière. Le contrôle total. Si vous regardez le blocus, nous avons le contrôle total de toute cette région liée au détroit d'Ormuz. Et cela s'étend bien à l'intérieur des terres. Donc ils aimeraient conclure un accord, mais ils ne sont pas prêts à conclure le bon accord, à mon avis. Ils veulent tellement conclure un accord, mais ils ne sont pas prêts à conclure le bon accord. Enfin, oui, il y a celui-là. Il inclut Oman. Donc il parle de nouveaux territoires américains. Littéralement tout ça. En fait, absolument tout ça. Maintenant, si vous regardez d'un peu plus près, vous voyez la pointe de ce territoire qui remonte vers le détroit. C'est le pays d'Oman. Donc, le président Trump dit en gros que même ce pays nous appartient désormais. Je ne sais pas vraiment comment ça passe au sein du sultanat d'Oman, mais voilà. Mais vous savez, le président Trump a aussi dit là, écoutez, nous contrôlons tout. De quoi parle-t-il? Y compris, et il a frappé du poing à ce moment-là, jusque dans le pays. Avec quoi? Enfin, écoutez, c'est tout simplement de la pure fantaisie. Il n'y a aucun contrôle de quoi que ce soit ici. Je veux dire, est-ce qu'on a des troupes au sol? J'ai raté quelque chose?
Peut-être, je ne sais pas. Peut-être que pendant la nuit, j'ai raté le fait qu'on ait déployé tout un tas de troupes au sol, qui peut désormais contrôler dans le pays. On ne contrôle rien tant qu'on n'en a pas le contrôle physique. Je veux juste le rappeler. On peut influencer les choses. On peut lancer des armes de frappe à longue portée, depuis très loin, et tout faire exploser, comme on l'a démontré ici, comme l'Iran l'a démontré. Mais tout comme l'Iran ne possède pas Israël, tout comme l'Iran ne possède pas l'Arabie Saoudite ou le Koweït, ils les ont frappés, mais ils ne les possèdent pas. De la même manière, nous ne contrôlons rien en Iran. Donc tout ça, c'est de la fiction. Et quand il dit ça, vous savez, qu'ils veulent tellement conclure un accord, mais qu'ils ne sont pas encore prêts à conclure le bon accord. De quoi parle-t-il? Nous avions un accord, ou au moins ses grandes lignes, le 26 février, 2 jours avant le début de la guerre. Ils ont proposé un accord énorme grâce à notre ami médiateur, Oman. C'est important de le souligner. Et nous les avons humiliés. Nous avons jeté tous leurs efforts à la poubelle, alors qu'ils étaient parvenus à un résultat remarquable qui vous aurait fait passer pour un génie. Je veux dire, ça aurait été, je ne pensais pas que c'était possible. Je ne pensais pas qu'un quelconque accord, je crois que je l'ai dit à l'époque, je ne pensais pas que l'Iran accepterait quoi que ce soit que le président Trump pourrait, ce ne serait certainement pas meilleur que le JCPOA. Et pourtant, les médiateurs omanais ont trouvé le moyen d'y parvenir. Un accord meilleur que celui d'Obama a été proposé au président Trump. Il l'a froissé et jeté à la poubelle parce que, comme nous le savons désormais de sources certaines, ce n'était pas ce que voulait Benjamin Netanyahou en Israël. Alors il a fait ça. Et pourtant, après 40 jours de bombardement et quelques mois de blocus naval, nous avons eu un autre accord. Il a signé un protocole d'accord le 17 juin. Donc il a déjà eu 2 accords. De quoi parle-t-il avec un troisième? Quel intérêt l'Iran pourrait-il avoir à conclure un troisième accord en l'espace d'une seule année, alors que les 2 premiers n'ont pas été respectés par les États-Unis? Sans même parler, bien sûr, de la guerre de l'année précédente. Nous étions en négociation et nous les avons attaqués. Ou de 2018, quand nous avions un accord et que Trump s'en est retiré. Quelle motivation ou quelle logique l'Iran pourrait-il avoir à dire seulement à sa population qu'il va conclure un accord avec les États-Unis? Ça n'a absolument aucun sens. D'ailleurs, nous vous avons montré, pendant la cérémonie d'inhumation de l'ayatollah Ali Khamenei, comment les gens faisaient pression sur le gouvernement pour qu'il n'engage même pas de négociations avec les États-Unis. Et maintenant, vous pensez que ces mêmes personnes, qui sont encore plus en colère aujourd'hui à cause des véritables difficultés que notre blocus leur impose, vont soudain toutes se dire « D'accord, oui bien sûr, soumettons-nous à lui ». Le type qui jette des pierres et des chaussures, ou je ne sais quoi, sur le président Trump, va dire « Oui bien sûr, concluons un accord ». Très bien. Ça nous ferait perdre et nous ramènerait à une situation pire qu'avant. Enfin, vous parlez d'une possibilité que le peuple se soulève contre le gouvernement. Je vous assure que je pense qu'il y aurait une probabilité extrêmement forte que ces gens que vous voyez là-bas, avec toute cette émotion qu'ils ont accumulée, marchent littéralement sur Téhéran et disent « Non, il n'y aura pas d'accord ». Si vous en acceptez un, nous ne le respecterons pas. Je n'arrive même pas à l'imaginer. Pourquoi ferait-il ça? Parce que, enfin, cela les ferait littéralement passer de ce qu'ils ont avec le détroit d'Ormuz et le contrôle qu'ils ont démontré sur lui, à tout relâcher et accepter une défaite totale. Et je pense que c'est ce que veut le président Trump. Quand il a dit « Ils ne sont pas disposés à conclure un accord qui me convient », je pense qu'il revenait à ce qu'il disait auparavant. Il veut une reddition sans condition. Je pense que ce sont les conditions qu'il recherche ici. Il ne les a pas obtenues avant. Et je pense qu'il a utilisé ce mémorandum d'entente
simplement pour gagner un peu de temps, pour se réarmer, refaire ses stocks, acheminer des munitions là-bas, puis mettre en place d'autres facteurs et outils économiques afin de pouvoir les appliquer ici. Donc, je ne pense pas qu'il ait jamais eu l'intention. Donc, quand il dit « Maintenant, je regarde, ils veulent un accord, et ils ne sont tout simplement pas prêts à faire demi-tour à 180 degrés », je pense qu'il cherche une reddition totale. Ça n'arrivera presque certainement pas. Mais regardons ce que disent d'autres personnes, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent. Et encore une fois, depuis notre émission d'hier soir, il y a une excitation presque euphorique. Beaucoup de gens vont sur Fox News pour dire « Hey, on dirait que le plan économique de Bessent fonctionne déjà, alors que cela ne fait que quelques jours. » D'une manière ou d'une autre, cela aurait placé l'Iran dans une position où il serait prêt à se soumettre. Voici le premier exemple. Victoria Coates se réjouissait bruyamment de voir que tout fonctionnait à merveille. L'économie iranienne est en chute libre. Ce n'est pas une situation dont ils peuvent se relever. Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent endurer et traverser d'une manière ou d'une autre. C'est la fin. L'inflation alimentaire dépasse les 100%. Donc des gens vont littéralement commencer à mourir de faim dans les rues. On commence à voir de nouvelles faillites bancaires. On voit le rial approcher les 2 millions de rials pour $1. Il y a 10 ans, c'était 30 000. Il y a une énorme différence entre 30 000 et 2 millions. Donc cette situation n'est absolument pas viable. Je pense que le fait que certains dirigeants se soient exprimés aujourd'hui pour dire « Vous savez quoi? On ne peut pas s'en sortir en serrant les dents », c'est important. Parce que je pense que ce qu'ils ont appris, et ça les a probablement choqués, c'est que le président Trump ne cédera pas là-dessus à cause des élections de mi-mandat. Il partait du principe qu'il leur accorderait un soulagement économique pour parvenir à un accord au cours des 2 prochaines semaines. Eh bien, devinez quoi? Cette échéance est passée. Quoi qu'il arrive pour les élections de mi-mandat, c'est déjà joué, sauf si nous obtenons ici une victoire totale et sans appel. Et cela paraît désormais plus probable que l'inverse. Vous voyez, elle est en quelque sorte sur la même longueur d'onde que celle sur laquelle, selon elle, se trouve le président Trump. Elle pense que je vais obtenir une victoire nette. Moi, j'attends une reddition totale et sans condition. Elle pense que cela paraît plus probable que l'inverse, d'après elle. Alors elle a évoqué là-dedans ce qu'elle affirme, en tout cas, que les dirigeants iraniens seraient sortis pour dire « on ne peut pas continuer à tenir le coup à force de crispation ». Dans une minute, on va voir ce qu'ils veulent dire par là, parce que c'est apparemment ce qui a suscité tant d'enthousiasme chez les partis pro-guerre qui sont sur X. Il y a une chose que je veux souligner dans ce qu'elle a dit plus tôt. C'est quelque chose que je ne veux pas que vous passiez dessus sans y prêter attention, parce que c'est vraiment important. Plus important que cela n'en a l'air. On parle ici des détails de ses politiques. Mais dans la première partie de cet extrait, elle a dit « Écoutez, nos politiques marchent tellement bien. Les gens meurent de faim en Iran. » Or, c'est l'ancienne conseillère adjointe à la sécurité nationale, donc l'une des hautes responsables de la première administration Trump, qui conseillait le président des États-Unis. Affamer une population est catégoriquement un crime de guerre. On ne peut pas affamer une population à cause de ce que fait l'armée. On peut prendre certaines mesures. On peut bombarder des choses qui ont une importance militaire. On peut même bombarder certains équipements à double usage. Mais on ne peut en aucun cas affamer une population jusqu'à la mort. Même si c'est ce que les Israéliens essayent de faire ou essayaient de faire, quelque chose d'approchant à Gaza.
Et ce n'est que sous une pression mondiale absolument remarquable, il y a environ 1 an, qu'ils ont cédé et commencé à moins les affamer, ou au moins à leur donner un peu plus de nourriture. Maintenant, nous essayons d'entrer dans ce jeu. Et donc, c'est devenu normalisé. Nous avons soutenu Israël lorsqu'il le faisait à Gaza, et maintenant, nous essayons de l'appliquer à l'Iran. Et elle s'est littéralement vantée d'affamer le peuple iranien, parce qu'ils veulent que ce soit un point de pression sur le gouvernement iranien. Eh bien, Richard Goldberg a dit, et nous allons aller un peu plus loin dans cette idée de ce qu'ils prétendent que les dirigeants iraniens disent. Il a dit que maintenant, à cause de toute cette pression, l'Iran est en pleine panique présidentielle. Ils sont en pleine panique présidentielle à l'intérieur de l'Iran. Le président iranien dit « Le temps nous manque, l'argent nous manque, le blocus commence à faire effet. » Et nous allons aussi voir arriver depuis la Maison-Blanche, ainsi que du secrétaire au Trésor Scott Bessent, ce D-Day économique. Cela pourrait inclure un embargo aérien et terrestre, appliqué au moyen de sanctions américaines et de droits de douane contre tous les pays figurant sur la carte, ainsi qu'une véritable application des sanctions, potentiellement même contre des entreprises chinoises détenues par l'État. Franchement, ce n'est pas une bonne situation pour les Iraniens en ce moment. Ceux qui tiennent la barre savent que le navire coule, et ils essayent de hisser le drapeau maintenant. Mais oui, ces dirigeants radicaux des gardiens de la Révolution pourraient vouloir couler avec le navire. Et le président pourrait tout à fait faire en sorte que cela arrive. Oui, encore une fois, ce langage vraiment très brutal. Oui, le président peut tous les tuer. Le président Trump, il peut tous les tuer. Ce n'est pas comme ça que ça va fonctionner. Et il parle, vous savez, d'un embargo aérien et maritime. Enfin, encore une fois, regardons simplement la carte ici. Je pense qu'une partie du fantasme, c'est que les États-Unis, avec ces sanctions de Bessent, sanctionneraient tous les pays alentours. Vous voyez le Pakistan, l'Afghanistan, le Turkménistan, la Turquie et l'Irak. Nous les sanctionnions tous, y compris la Russie et la Chine. Ainsi, si quelqu'un fait des affaires via certaines de ces routes terrestres que vous voyez là, en rouge et en bleu sur le côté droit, il y a des endroits par lesquels ils peuvent faire sortir des choses en ce moment. Rien qu'au Pakistan, il y en a précisément 8. Et écoutez encore une fois, je l'ai déjà dit. Quand j'étais en service actif, j'ai été stationné en Afghanistan, à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Vous voyez, les montagnes sont très similaires à celles qui se trouvent aussi aux frontières de ces autres pays ici. Et écoutez, nous avons fait tout ce que nous pouvions. Nous avions 140 000 soldats de l'OTAN, américains et de l'OTAN réunis, plus environ 350 000 soldats afghans. Et cette frontière, c'était une passoire, elle était poreuse. Non, nous ne pouvions rien arrêter. Et ça, alors même qu'il y a des militaires en service actif à la frontière qui essayent de l'empêcher. Et M. Goldberg, ici présent, s'imagine qu'on va prendre quelque chose d'aussi vaste que l'Europe de l'Ouest, qui dépasse même de loin ce que j'ai connu en Afghanistan, puis bloquer toutes les frontières de l'Afghanistan, toutes celles du Pakistan, du Turkménistan, de l'Azerbaïdjan, de la Turquie, tout ça. Vous vous imaginez vraiment que sans troupes au sol, nulle part, vous allez arrêter ça parce que Scott Bessent signe une lettre, agite le doigt et que quelqu'un répond « Bien sûr ». Vous vous rendez compte à quel point ça nous fait passer pour des idiots. Les gens vont se moquer de nous. Même les gouvernements de ces pays pourraient simplement faire un clin d'œil et dire « Bien sûr, Scott ». 2 pouces levés, mec. On fera tout ce que vous dites. Et puis ils vont regarder leurs gens et dire tout ce qu'il a dit. Ils vont pas s'arrêter. Ils vont pas envoyer des troupes à la frontière. Ils ne vont pas pouvoir arrêter tout ça. Même s'ils le voulaient, ils ne pourraient pas le faire. Mais c'est ça, nous
On a cette arrogance qui nous fait croire qu'on le peut parce qu'on a dit quelque chose, parce qu'on veut que ce soit vrai. Alors on va faire en sorte que ça le soit. Puis il dit, ce sera un embargo, même contre la Chine. Sérieusement? Vous pensez que les Chinois vont faire ce que l'Azerbaïdjan et le Turkménistan ne vont pas faire? Ce que la Turquie ne va pas faire? Allez quoi? Premièrement, je crois que l'un de nos invités, hier dans l'émission, a dit que la Chine avait en fait adopté une loi interdisant à toute entreprise ou banque chinoise de se conformer à ces sanctions. Je veux dire, il est littéralement illégal pour elles d'obéir à Scott Bessent. Et elles ne le feront pas. Enfin, elles n'avaient pas vraiment besoin de ça. Je pense qu'il est assez évident qu'elles ne le feront pas. Et nous n'avons plus aucun mécanisme efficace pour les y forcer ou les contraindre. Tout ce que nous tenterions aurait des effets de retour bien pires sur nous, comme ce que l'Ukraine ou l'Europe ont essayé de faire avec la Russie à propos de la situation en Ukraine. Toutes ces sanctions qu'elles ont imposées à la Russie ont eu des effets de retour négatifs sur elles et ont endommagé leur économie. Et ce serait la même chose avec nous. La Chine n'envisagera en aucun cas, même pas une seconde, de se laisser intimider financièrement à cause de l'Iran. Enfin, imaginez à quel point ce serait stupide. Un membre des BRICS, quelqu'un qui tient tête aux États-Unis et qui se joindrait aux États-Unis contre eux. C'est absurde, ils ne feront pas ça. Ils n'ont pas peur de Scott Bessent, ils n'ont pas peur de nos sanctions. Ils vivent avec depuis longtemps, qu'il s'agisse de droits de douane ou d'autres types de sanctions. Et chaque jour où nous continuons ainsi avec la Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord, Cuba et j'en passe, ils apprennent tous de mieux en mieux à s'entendre, à contourner nos sanctions et à effectuer des transactions dans des monnaies qui ne sont pas du tout le dollar. On s'éloigne encore davantage, on affaiblit encore davantage le dollar, on rapproche encore le jour où le dollar ne sera plus la monnaie fiduciaire de la finance mondiale. Et tout cela nous nuira, par arrogance et par stupidité. Et écoutez, regardons un peu de quoi il parle au juste. Que veut-il dire quand il affirme que la présidence iranienne est en chute libre? Ou quand Victoria Coates disait que Pezeshkian est vraiment en difficulté et qu'il comprend qu'ils ne peuvent pas tenir le coup en serrant les dents? Eh bien, regardons ça d'un peu plus près. C'est dans le Jerusalem Post. Pezeshkian, le président iranien, dit que la guerre devrait prendre fin tant que Téhéran conserve, je cite, une position de force. Les propos de Pezeshkian interviennent après que des sources ont déclaré plus tôt vendredi que les chances d'une extension du conflit iranien dans un avenir proche avaient diminué. Donc, dans le Jerusalem Post et ailleurs, certains ont commenté ceci. Pezeshkian aurait fait des déclarations laissant entendre qu'ils reconnaissent qu'ils ne peuvent pas gagner cette guerre, qu'ils reconnaissent que les difficultés économiques causées par ce blocus, s'il se prolonge, finiront par tout faire s'effondrer et imposeront trop de souffrance à la population, et qu'ils ne peuvent pas tenir le coup. C'est ainsi que cela a été rapporté, et il n'était pas le seul. Khatami, Mohammad Khatami, l'ancien président iranien, a lui aussi, je cite, exprimé son soutien au mémorandum d'entente signé avec les États-Unis, affirmant que perdre l'occasion de le préserver pourrait plonger le pays dans des problèmes graves et sans précédent. Khatami a déclaré mercredi que ce document était sans précédent et qu'aucun accord signé par des présidents américains depuis la Seconde Guerre mondiale n'avait accordé autant de concessions aux autres, blablabla. Mais il poursuit en disant « Écoutez, l'Iran, il faut qu'on revienne à ce protocole d'accord. Premièrement, nous ne reviendrons pas à ce protocole d'accord, parce que c'était bel et bien un document de capitulation devant l'Iran. Le président Trump ne va pas dire « Très bien, oui, vous savez quoi ?» L'accord dont il parlait dans ce premier extrait. Si vous revenez à la table des négociations et acceptez l'accord que nous voulons, alors oui,
nous lèverons immédiatement les sanctions. Nous débloquerons immédiatement vos avoirs gelés. Nous mettrons immédiatement fin à notre blocus. Et 300 milliards de dollars de réparation pour l'Iran. Nous allons nous y mettre tout de suite. Tout ce que vous avez à faire, c'est promettre de ne pas avoir de programme d'armes nucléaires, alors que je sais que vous n'en avez jamais eu. Donc en réalité, ça veut dire que vous ne devez rien céder, puis lever le blocus pour qu'il puisse sortir. C'est l'accord dont le président Trump s'est déjà retiré parce qu'il ne va pas accorder ces choses-là. Donc, d'un côté, Khatami a raison. S'ils reviennent à ça, c'est très bien. Mais pourquoi qui que ce soit en Iran penserait qu'on va faire ça? Eh bien, je pense que l'idée, c'était... Les gens disent, voilà ce qui se passe ici, avec des gens comme Goldberg, Coates et plusieurs autres. Ils interprètent ces propos comme l'aveu que cette Prokof économique va détruire l'Iran et qu'il ne peut pas survivre. Donc, toutes ces choses dont Victoria Coates a parlé, l'inflation, la famine et tout ce genre de choses, ils disent « Oh, on ne pourra pas survivre ». Premièrement, ils ne vont pas en arriver à cette prise de conscience, à cette réalisation, à ce moment de capitulation, parce que Besson a annoncé quelque chose. Je veux dire, ces mesures ne sont même pas encore entrées en vigueur. Je veux dire, je pense que les déclarations ont été faites et que les gens commencent maintenant à examiner les mécanismes d'application, la façon dont on va sanctionner des personnes et à identifier qui l'a réellement fait. Rien de tout cela n'a commencé. Donc, aucun changement concret n'a eu lieu depuis. En revanche, le blocus lui-même dure depuis un certain temps et a des effets très dommageables pour les Iraniens. Cela ne fait aucun doute. Cela fait partie de ce qui se passe. Il y a aussi d'autres choses que Scott Bessent a faites pour essayer de détruire la monnaie, de l'avilir et de la dévaluer, et ainsi de suite. Cela aussi est en cours. Ce n'est pas nouveau. Mais l'Iran a montré, pendant des années, sa capacité à endurer de très grandes difficultés. Nous en avons parlé à de nombreuses reprises. Rien n'a changé à ce sujet. Nous devons donc nous demander si notre interprétation est correcte. Est-ce que nous voyons simplement ce que nous voulons voir, ou bien est-ce que ces gens reconnaissent ce que leur peuple constate? Ils subissent d'énormes difficultés. Le problème, c'est que nous n'avons rapporté qu'une partie de l'histoire. Nous n'avons parlé que des déclarations qui laissent entendre que l'opération Fureur économique fonctionne, parce que c'est ce que nous voulons croire. Le problème, c'est que ce n'est pas tout ce que ces dirigeants disaient. Ghalibaf est l'un d'eux. Il a aussi été cité ici. C'est le président du Parlement iranien et il a été leur principal négociateur. Hier, il a publié ceci, ou plutôt, c'est aujourd'hui. Nous avons reçu de nombreux messages de pays voisins concernant la mise en place d'un nouvel dispositif de sécurité et d'une coopération économique dans la région. Les États-Unis mettent en danger la sécurité de chacun de leurs alliés par leur intimidation et leur mépris pur et simple de leurs intérêts au profit d'Israël, au point qu'ils ont brièvement vu leur existence même menacée. Un ordre indépendant, issu de la région elle-même, est précisément ce qui apportera la paix et la sécurité. Donc, alors qu'on affirme qu'ils sont en train, en gros, de lever le drapeau blanc et de se rendre, voilà que Ghalibaf dit en fait, attendez une minute. Les pays de la région ont compris que leur existence même était en jeu. Et si la guerre s'était poursuivie, cela aurait pu les anéantir. Et nous vous avons montré à plusieurs reprises de quoi il s'agit. Si l'Iran frappait les installations pétrolières et gazières des pays du CCG, leurs stations de pompage et bien sûr, surtout leurs usines de dessalement, ils ne pourraient littéralement pas survivre. Je veux dire vraiment, littéralement pas survivre. Ils devraient trouver n'importe quel moyen de quitter le pays parce qu'ils n'auraient tout simplement pas assez d'eau, même pour survivre. Tout cela reste encore possible. Imaginez un peu. Just imagine if you're Iran.
Imaginez que vous soyez l'Iran. Vous êtes opprimé par les États-Unis depuis votre création, depuis 47 ans, depuis 1969 jusqu'à aujourd'hui. Vous avez subi tout ça. Vous savez, la guerre l'an dernier, celle qui se déroule ici. Vous avez enduré 40 jours, puis 2 mois de blocus, puis 13 jours de guerre, puis ce dans quoi nous sommes maintenant. Personne ne sait même vraiment de quoi il s'agit. Mais c'est grave, et le blocus est grave. Et vous allez vous dire, d'accord, pendant la phase active de cette guerre, nous avions suffisamment d'armes qui traversaient toutes vos défenses aériennes. Vous ne pouviez donc pas les arrêter. Israël ne pouvait pas les arrêter. Nous pouvions tout faire. Nous pouvions détruire leurs usines de dessalement. Nous pouvions détruire leurs installations pétrolières. Ils ne peuvent rien faire pour l'empêcher. C'est ce que disent les Iraniens. Et dans ce contexte, avec ces capacités, et puisque nous avons cessé la phase de guerre active, ils ont continué à accumuler encore plus de drones et encore plus de missiles. Alors, où est la logique, du point de vue iranien, qui consisterait à dire « Vous savez quoi? Nous savons que nous contrôlons le détroit d'Ormuz, ou que nous pouvons fortement le contraindre. Et nous savons que cela contrarie énormément les Américains, les alliés occidentaux et en réalité, beaucoup de gens dans le monde. Mais nous allons simplement y renoncer, nous rendre sans condition, littéralement agiter le drapeau blanc et attendre de voir quelles conditions les États-Unis nous autoriseront à avoir. Et nous n'utiliserons plus aucun de ces missiles ni de ces drones. Nous disposons de toute cette puissance de combat dont nous savons que les Américains ne peuvent pas se défendre contre elle. Enfin, plutôt. Et nous pourrions simplement continuer à détruire même ce qui leur reste aujourd'hui, et nous pourrions ruiner toute leur économie. Mais non, nous n'allons pas faire ça. Nous allons simplement nous soumettre. Vous voyez à quel point ce serait irrationnel. Et quoi que vous pensiez de la manière dont la République islamique d'Iran se gouverne, vous savez, ce régime théocratique, comme beaucoup l'appellent, etc., dirigé par, vous savez, le Conseil des gardiens, je crois que c'est son nom, avec beaucoup de ces ayatollahs et autres mollahs, etc. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur eux, mais ils ne sont pas irrationnels. Ils ne l'ont jamais été, quelles que soient les affirmations disant le contraire. Ils ne l'ont jamais été. Ils ont fait preuve d'une rationalité incroyable. Ils ont fait preuve d'une retenue incroyable. Il y a toutes sortes de choses que d'autres pays, comme le nôtre, auraient faites s'ils avaient été traités comme nous les avons traités. Ils ont fait preuve d'une retenue incroyable. Et même dans cette guerre, ils se sont retenus, parce qu'ils n'ont toujours pas frappé certaines des cibles les plus importantes qu'ils pourraient viser. Mais ils indiquent qu'ils le feraient. Donc l'idée qu'ils vont devenir irrationnels dans un sens qui nous avantage, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est irrationnel. Croire que l'Iran va renoncer à toute cette puissance, sa puissance militaire avec ses missiles et ses drones, sa puissance économique avec son contrôle du détroit d'Ormuz et avec ses alliés de Bab el-Mandeb, qu'ils vont simplement tout céder. Et puis qu'ils vont dire, vous savez quoi? Vous tous, les Libanais pour lesquels nous nous battions, débrouillez-vous seuls. Les Houthis au Yémen, débrouillez-vous seuls. Les Palestiniens dans les territoires palestiniens, en Cisjordanie et à Gaza, on va vous abandonner vous aussi. On va littéralement tout donner, tout ce pourquoi nous avons souffert et combattu pendant tout ce temps. On va simplement laisser tomber à cause de certaines difficultés économiques. C'est ce que croit le président Trump. C'est ce que croit Victoria Coates. C'est ce que croit M. Goldberg. Vous ne le croyez pas. Parce qu'en fait, ce matin aussi, juste avant notre entrée à l'antenne, quelqu'un m'a transmis ceci. Les médias iraniens ont déclaré que certains de ces propos de Pezeshkian, de Ghalibaf et ainsi de suite avaient été déformés ou sortis de leur contexte. Ils ont dit, écoutez, certains commentaires ont été faits en Irak. Et il a dit, regardez, soyons parfaitement clairs sur un point.
Cela ne va pas. Nous ne nous rendons pas. En fait, ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Voici l'ensemble. Ils ont dit qu'il y avait une longue déclaration. J'en ai juste extrait un passage ici. Ils ont déclaré dans ces propos, ceux qui étaient cités par Coates et par Goldberg, que le président de l'Assemblée consultative islamique explique clairement que nous ne sommes pas des fauteurs de guerre, mais que nous donnerons nos vies et nos biens pour préserver notre honneur et notre dignité. Il souligne expressément que si nous ne réussissons pas dans la guerre, nous ne réussirons pas non plus dans la diplomatie. Autrement dit, ils doivent réussir dans la guerre pour réussir dans la diplomatie. Agiter un drapeau blanc n'est pas une option. Et il explique que l'ennemi nous a placés dans une situation qui n'est ni la guerre ni la paix, et qui est à la fois la guerre et la paix, afin de piller les richesses de l'Iran et d'autres nations musulmanes. Il a aussi soutenu que le monde islamique devait utiliser ses capacités sur les routes maritimes pour faire face à l'ennemi, à l'image du détroit d'Ormuz. Donc il dit, écoutez, nous n'avons jamais parlé d'agiter le drapeau blanc. Nous reconnaissons la souffrance, nous reconnaissons le problème, mais nous reconnaissons aussi quels sont les plans visant à nous soumettre et à détruire notre pays. Nous ne ferons jamais ça. Nous irons à la guerre. Nous retournerons à la guerre pour avoir ne serait-ce qu'une chance d'obtenir la paix. Et nous mourrons même avant de renoncer à notre honneur et à notre dignité. Et cela est cohérent avec ce que représente la nation iranienne depuis, je ne sais pas, 3000 ans. C'est leur culture, c'est leur religion actuelle, c'est le sacrifice. C'est défendre l'honneur, c'est être prêt à en payer le prix. Et bien sûr, ils ont vu leur ayatollah, qui n'est même pas allé dans un bunker et qui savait qu'il allait être pris pour cible. Donc, évidemment, c'est un grand martyr, et ils ont exploité ça à fond. Vous avez vu les millions de personnes présentes à ces funérailles. Donc ça a marché, et ça va aussi trouver un écho auprès de la population. Ça va rejoindre toutes ces personnes en colère que Gary vous montrait il y a une minute ici et qui exigent qu'il n'y ait pas de négociation. Et elles disent, oui, on peut y retourner. Maintenant, Al Jazeera a diffusé ce matin un reportage un peu plus proche de la réalité sur ce qu'est réellement le message à deux volets des Iraniens. Nous savons que l'Iran diffuse un message à deux volets que nous entendons depuis le début de l'escalade. D'un côté, les Iraniens disent être prêts à s'engager sur le plan diplomatique. Nous savons qu'une voie diplomatique est en cours. Des communications indirectes entre Téhéran et Washington se poursuivent. Il y a aussi cette démarche diplomatique avec Oman afin de trouver un moyen de rouvrir concrètement ce détroit, ou au moins de mettre en place certains arrangements en vue de sa possible réouverture. Mais d'un autre côté, l'Iran envoie aussi un message clair. Il est prêt à des scénarios de confrontation. Les autorités iraniennes insistent également sur le fait qu'elles se préparent à une guerre qui pourrait même dépasser les frontières de la région et à une guerre d'usure. C'est ce qu'affirment des responsables militaires iraniens, qui disent avoir encore capacité par rapport aux précédents épisodes d'escalade. D'accord, ne passez pas à côté de cette deuxième partie. Ne faites pas comme Richard Goldberg ou Victoria Coates en entendant isolément que ce qui vous arrange. Ah, ils reconnaissent qu'il y a des difficultés. Oui, ils le reconnaissent. Ils travaillent avec leurs alliés régionaux pour essayer de trouver des voies diplomatiques. Et vous interprétez ça comme « l'impact économique fait son effet » et ils sont sur le point d'agiter le drapeau blanc. Car, simultanément, pas successivement, mais simultanément, ils disent que tout en reconnaissant cela, ils se préparent aussi à une escalade, voire à élargir le champ de la guerre. Ils ont reconstitué leur stock parce que le système qu'ils ont choisi leur permet de produire davantage de missiles et de drones rapidement et à grande échelle pendant le conflit. Le nôtre, lui, ne le permet pas. Chez nous, c'est presque entièrement une perte nette.
C'est tellement lent et tellement coûteux que même quand on essaye d'accélérer, le mieux qu'on puisse dire, c'est que l'escargot avance un peu plus vite. Pendant ce temps, eux peuvent vraiment courir et accumuler beaucoup de choses ici. Et on sait déjà que ce qu'ils avaient, on ne peut pas s'en défendre, n'est-ce pas? Donc ils en sont conscients, ainsi que de toutes les choses qu'ils ont déjà dites auparavant, n'est-ce pas? Maintenant, regardons aussi ce... Revenons un instant à ce commentaire de Galibov, parce qu'il a dit « Nous avons reçu de nombreux messages de pays voisins concernant la mise en place d'un nouvel arrangement de sécurité et d'une coopération économique dans la région. Ce n'est pas seulement avec Oman, c'est avec tous les autres, parce qu'on me dit qu'en coulisses, et il est logique qu'ils fassent cela, il faut comprendre que ce message va trouver un écho dans une certaine mesure, peut-être même dans une large mesure. À chacun de ces pays du Golfe, les Iraniens disent « Écoutez, nous ne vous avons jamais attaqué avant que cette guerre nous soit imposée, et nous ne l'aurions jamais fait. La seule raison pour laquelle nous l'avons fait, c'est que l'Amérique nous a attaqués en utilisant vos bases. En gros, vous avez participé avec elle. Il est donc tout à fait logique que nous nous en prenions à ceux qui ont facilité la guerre contre nous. C'est pour ça qu'ils disent vous avoir frappé. Mais ils ajoutent qu'ils pourraient faire bien davantage et qu'ils ne l'ont pas fait, parce qu'ils veulent revenir à un système de gouvernance dans lequel les gens vont s'entendre, où les choses retrouveront un caractère coopératif. Donc ils envoient ce signal publiquement, comme avec cette déclaration-là, et ils l'envoient aussi en privé, en coulisses. Et on se demande quel effet cela va avoir. Nous savons déjà qu'Oman, qui est un pays du Conseil de coopération du Golfe, et l'Iran travaillent depuis probablement près de 3 semaines à une forme d'accord mutuel sur le transit par le détroit d'Ormuz. Cela n'a pas encore été annoncé en raison de la pression diplomatique exercée par les États-Unis sur Oman. Mais les autorités omanaises sont clairement partagées. Sinon, elles auraient tout simplement rejeté cet accord. Cela a donc un certain succès avec Oman. Cela a aussi un certain succès avec l'Irak, parce que l'Iran et l'Irak ont signé un document de coopération stratégique. Ces derniers jours, davantage de pétroliers irakiens ont été autorisés à sortir. Donc, il y en a un qui réagit d'une certaine manière. Encore une fois, c'est un régime arabe. Il y en a donc au moins 2 avec lesquels ils ont une forme de réaction positive et d'engagement. Apparemment, les Émirats arabes unis commencent eux aussi à hésiter. Des fissures commencent donc à apparaître. Dans ce contexte, pour quelle raison l'Iran se rendrait-il tout simplement, alors qu'il obtient en réalité un certain succès en attirant de son côté des régimes arabes qu'il a lui-même attaqués, dans beaucoup de ces cas-là? Il ne ferait jamais ça. Ce serait irrationnel. Or, ils ne sont pas irrationnels. Et ils réussissent sur ce point. Ils en paient un lourd prix. Mais ça fonctionne ici. Autre chose, ceci vient de Trita Parsi. Je crois qu'il a publié ça hier soir. Il a dit « J'ai été stupéfait par le nombre de responsables de pays très divers qui, sans être favorables à l'Iran, ni éprouver beaucoup d'empathie pour la République islamique, m'ont confié en privé leur immense soulagement face au succès de Téhéran pour déjouer l'agression américano-israélienne. » Alors, il a regardé ça d'un peu plus près, et il a dit « Il ne s'agit pas de l'Iran. Il s'agit des menaces qu'une Amérique sans contrôle fait peser sur les autres. » Il a ensuite cité un article qu'il a publié dans son magazine « Responsible Statecraft ». Vous pouvez aller sur son Twitter, je suis sûr que vous pouvez lire là-bas. Et écoutez, ce qu'il découvre, c'est que les gens en ont marre de cette manière brutale de faire, comme ce que Trump disait là. Annoncer que je vais bombarder jusqu'à la merde l'un de mes alliés. Dire que je vais prendre un territoire qui comprend un pays allié. Dire qu'on va aller prendre Cuba, prendre le pays du Venezuela et voler son pétrole. Les gens en ont marre de ça.
Et donc, ils voient l'Iran nous tenir tête. Et je suis sûr qu'ils reçoivent toutes sortes d'encouragements en coulisses pour continuer. Et vous voyez Trita Parsi dire que beaucoup de gens viennent le voir en privé, parce que les gens en ont assez de notre truc impérialiste, qui consiste à retourner là-bas et à simplement prendre l'Iran. Parce que je vous le dis, le président Trump ne se contenterait jamais du protocole d'accord. Il n'y reviendrait jamais. Il ne se contenterait que d'une reddition, parce qu'il veut aussi le pétrole iranien. Il l'a dit plus tôt dans le conflit. Je vous garantis que c'est encore dans son esprit en ce moment même. Et il se dit à quel point ce serait formidable d'avoir tout le pétrole du Venezuela, tout le pétrole de l'Irak, et de continuer, en gros, à contrôler même les pays du Conseil de coopération du Golfe. C'est son objectif. Je n'arrive tout simplement pas à imaginer un scénario dans lequel cela pourrait réussir. Mais vous pouvez oublier cette idée selon laquelle les Iraniens vont simplement céder et brandir un drapeau blanc. C'est de la désinformation. C'est tout bonnement de la désinformation, propagée par des gens comme Goldberg, Victoria Coates et plusieurs autres. Bien sûr, il y en a pas mal d'autres qui reprennent ce discours. Ce ne sont que 2 exemples que je vous ai montrés. C'est de la propagande, et elle vous vise. Elle cherche à vous faire croire quelque chose que le président Trump veut croire, afin qu'il ait une justification pour continuer. Mais ça va nous exploser au visage, mes amis. Nous ne parviendrons jamais à rouvrir le détroit d'Ormuz. Nous ne le leur arracherons jamais de force. Je veux dire, ils en seraient réduits à manger de l'herbe et à simplement survivre avant de céder un jour aux États-Unis. Je veux dire, c'est dans leur culture, c'est dans leur ADN, c'est dans leur histoire. Ils l'ont fait dans l'histoire récente. Il n'y a aucune chance qu'ils cèdent maintenant, pas avec tous les avantages et les atouts dont je vous ai parlé, sur le plan militaire comme diplomatique. Ils ne céderont tout simplement pas là-dessus. Alors soyons clairs. Maintenant, si vous avez regardé notre émission cette semaine, vous saviez déjà certaines de ces choses. D'ailleurs, Matt Bracken en a parlé plus tôt cette semaine. Il explique comment cette furie économique ne réussira pas, certainement pas à court terme. Comme il l'a souligné, même au Vietnam, avec une force militaire massive, nous n'avons pas pu les mettre à genoux. On n'a même pas réussi à empêcher les Chinois et les Russes d'approvisionner le Viet Cong au Sud-Vietnam. On faisait voler des B-52 sans arrêt, comme on voulait, et on n'a jamais pu arrêter le Viet Cong, le forcer à se rendre, l'assécher, l'éliminer. Et on pense qu'on va réussir à faire ça à l'Iran, qui compte 92 millions d'habitants, qui est 10 fois plus grand que le Sud-Vietnam, et qui est relié, vous savez, par chemin de fer à la Chine et par la mer Caspienne à la Russie. Pour les Russes et les Chinois, d'une certaine manière, l'Iran est aussi une question existentielle. Parce que si nous pouvons abattre l'Iran, le transformer en État vassal, alors nous pourrons retourner toutes ces armes contre eux. Ils vont continuer à soutenir l'Iran. Il n'y a aucune chance que notre blocus naval et un régime de sanctions les affament jusqu'à les soumettre. Ça n'arrivera tout simplement pas. Pas avant des années. Ça n'arrivera tout simplement pas, a-t-il dit. Et tous les éléments montrent qu'il a raison. Je ne sais pas pourquoi nous avons cette mentalité arrogante, empreinte d'hybris, qui consiste à dire « oui, puisque je veux que ça marche, ça va marcher ». Si vous le répétez suffisamment, ça finira par devenir vrai. C'est peut-être comme ça qu'on amène les gens à croire à des mensonges. Vous le répétez assez souvent, et ils finissent par y croire. Parfois, la personne qui ment finit elle aussi par y croire. Je le comprends. Mais ce que ça ne fait pas, c'est changer la réalité. Je ne peux pas dire « je vais transformer ça en verre de vin » et le répéter 1000 fois, 10 000 fois. Ça restera un stylo, les amis. Ma pensée positive et le fait de répéter quelque chose qui n'est pas vrai ne changeront pas le fait que ce n'est effectivement pas vrai. C'est pareil dans cette situation. Et un autre de nos invités cette semaine
Brian McGlinchey a lui aussi très bien analysé la manière dont les Iraniens perçoivent leur situation et la position dans laquelle ils se trouvent. Je pense que ce que nous voyons, c'est une sorte de réveil de l'Iran, si vous voulez, après avoir été brimé de tant de façons pendant si longtemps. Et quand j'emploie le mot « brimé », je ne dis pas nécessairement que le gouvernement est vertueux. Je suis libertarien, donc je ne pense pas vraiment qu'une telle chose existe, à vrai dire. Ils subissent une telle pression depuis si longtemps, à se recroqueviller, à réagir, et ainsi de suite. Maintenant, je crois qu'on assiste à un basculement complet vers l'affirmation de soi, parce qu'ils ont déjà démontré cette année leur capacité à tenir bon et à riposter avec une telle puissance, ainsi que ce qu'ils ont accompli dans ce domaine. Ils y voient, je pense, une réorganisation de l'ensemble des possibilités. Comme vous l'avez dit, ils voient ici beaucoup d'autres opportunités. Regardez comment ils s'affirment désormais dans leurs exigences, en y intégrant pleinement Gaza et la Cisjordanie. Regardez leurs menaces contre la Syrie. Ils disent que si vous vous impliquez au Liban pour vous en prendre au Hezbollah, il y aura des représailles massives. Je crois qu'ils ont cité 100 cibles précises qu'ils frapperaient, y compris le palais. Je ne pense pas qu'il y a quelques années, l'Iran aurait forcément proféré une telle menace. Mais aujourd'hui, on les voit s'affirmer. Je pense qu'ils comprennent vraiment qu'ils peuvent être une puissance régionale, compte tenu de leur position géographique, de leur population très instruite, de leurs ressources, et ainsi de suite. Ils sont réellement en mesure de devenir une puissance d'importance mondiale pendant très longtemps. Et je pense que oui, et ils le reconnaissent, très clairement. C'est pour ça que je dis que toutes ces choses optimistes, et ce ne sont pas seulement les 2 extraits vidéo que je vous ai montrés, c'est aussi partout dans les médias occidentaux, reposent sur l'idée que les dirigeants iraniens commencent à se fissurer. Et ils disent « Ah oui, les gens des gardiens de la révolution, là-bas, contre lesquels ils se battent, eux veulent toujours le conflit. » Donc, ils perçoivent une division du côté iranien. Ils veulent exploiter cette différence entre eux. Mais moi, je ne vois aucune différence entre les gardiens de la révolution et les diplomates. Je pense qu'ils tiennent tous le même discours. Ils disent qu'ils veulent la diplomatie. Nous voulons régler cela sans devoir retourner à la guerre, pour que davantage des nôtres n'aient pas à mourir et pour mettre fin à cette asphyxie économique. Mais ils disent aussi que si ce n'est pas possible, s'ils ne peuvent pas survivre et réussir par la diplomatie, alors tous, y compris Khatami, Pezeshkian, Ghalibaf et Araghchi, disent que s'il faut retourner à la guerre, c'est ce qu'ils feront. Et bien sûr, même si vous voulez dire qu'il existe certaines divergences, et il y en a évidemment comme dans tout gouvernement, y compris le nôtre, il y a clairement des gens. Je veux dire, le vice-président Vance, lui, estime qu'on aurait dû conclure le protocole d'accord, qu'on aurait dû quitter la table quand on en avait l'occasion, et ainsi de suite. Nous n'aurions pas dû commencer la guerre. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se dit chez nous, mais au final, seul compte ce que dit un seul homme, Donald Trump. De la même manière, là-bas, il y a toutes sortes de débats, mais seul compte ce que dit un seul ayatollah, Mojtaba Khamenei. C'est ça qui comptera. Donc, quel que soit le différend, il y a un seul homme qui prendra cette décision. Et donc, il n'y a pas de différend. Enfin, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Et même ce qu'ils disent, si vous regardez tout ce qu'ils disent, c'est la diplomatie. Et nous préférons ne pas avoir à repartir en guerre. Mais si nous le faisons, nous allons faire pleuvoir l'enfer sur beaucoup de gens. Et ces menaces, je veux dire, on a déjà vu qu'elles ont marché contre l'Arabie saoudite. C'est pour ça que le président Trump n'a pas mené, je cite, sa plus grande campagne de bombardement depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a 36 semaines.
Parce que l'Arabie saoudite savait que l'Iran était sérieux quand il disait « Hey, nous voulons travailler avec vous. Nous voulons mettre en place ici un nouvel accord de sécurité. Mais si vous recommencez, nous vous frapperons comme la dernière fois, en pire. » Alors, ça a conduit l'Arabie saoudite à empêcher Trump d'y retourner à ce moment-là. Donc ce type de ressources et ce type d'influence existent toujours. Et il n'y a aucune chance que l'Iran abandonne comme ça, sans qu'il se soit écoulé beaucoup plus de temps. Et puis, croyez-moi sur ce point, il n'y a aucun scénario dans lequel qui que ce soit en Iran va prendre un drapeau blanc, le brandir et dire « d'accord, nous nous rendons », sans être d'abord reparti. Assurons-nous d'avoir les idées claires sur ce qui va se passer et sur ce qui ne va pas se passer. La dernière chose que je veux vous montrer aujourd'hui vient aussi de cette semaine. Nous avons reçu Jimmy Dore dans l'émission pour la première fois. C'est un peu un provocateur, ça fait même partie de son numéro. Mais franchement, il a dit quelque chose que j'ai trouvé très juste. Parce que plus tôt aujourd'hui dans l'émission, j'ai parlé de l'énorme coup que cette guerre nous a déjà imposé. 18 Américains sont morts. 750, voire davantage, ont été blessés. 20 de nos bases ont été endommagées ou détruites. On a eu une quarantaine d'appareils détruits. Je veux dire de toutes sortes. Des drones Reaper, des avions de type C-130, des hélicoptères, des avions de chasse, tout ce que vous voulez. On a eu de tout, avec toutes ces destructions. Et puis il faut ajouter le montant, je crois que c'était une enveloppe supplémentaire d'environ 350 milliards de dollars qu'ils essayaient de faire passer, et ils en tiraient le maximum. Donc, tout cet argent a été dépensé jusqu'ici, avec tout ce coût matériel, tout ce sang versé, ces richesses, ces ressources, cette réputation, tout a été tellement abîmé. Et Jimmy a dit, et si on avait dépensé cet argent pour autre chose? Imaginez si on prenait ces 200 milliards de dollars et que Trump annonçait « Eh, vous savez, j'ai un programme pour l'emploi. On va prendre 10 milliards de dollars et les donner aux 20 plus grandes villes des États-Unis. Et on va dire aux maires, investissez-les dans les infrastructures. Construisez des parcs, des écoles, des logements, des routes. Faites ce que vous voulez. Améliorez vos ports. Peu importe. On va vous donner 10 milliards de dollars. Et ça, c'est seulement l'argent qu'on a dépensé pour la guerre en Iran. Notre pays pourrait peut-être commencer à être aussi beau que la Chine. Mais ils ne font pas ça, parce que les gens qui dirigent vraiment ce pays sont des oligarques. Les gens qui sont au Congrès et le président, ce sont des cadres intermédiaires. Ils ont un patron. Donc, si vous allez en Chine, la raison pour laquelle la Chine, même si c'est un pays communiste, et je ne défends pas du tout le communisme, ce que je défends, en revanche, c'est que le gouvernement soit au-dessus du capital. Et en Chine, le gouvernement est au-dessus du capital. Mais en Amérique, le capital dicte au gouvernement ce qu'il doit faire. C'est pour ça qu'ils n'investissent jamais dans les gens ordinaires. Ils n'investissent jamais dans nos villes. Et c'est pour ça que les gens se retrouvent ruinés quand ils tombent malades. Les gens croulent sous des montagnes de dettes juste pour faire des études. Il y a toute une génération qui n'a même pas les moyens d'acheter une maison. Vous savez, en Chine, 92% des gens sont propriétaires de leur logement. Voilà le problème ici. Et la seule chose qui puisse nous sauver aujourd'hui, je sais que Tucker Carlson, Joe Kent et Marjorie Taylor Greene lancent un troisième parti, et je suis totalement pour, sans l'ombre d'un doute. Mais ils vont être infiltrés et ils vont aussi être récupérés. Parce que ce qui récupère les partis, c'est l'argent. C'est comme ça qu'ils s'y prennent. Alors les démocrates comme les républicains servent la même classe de donateurs, qui est l'oligarchie. C'est pour ça que le capital est au-dessus du gouvernement. Et c'est pour ça que notre pays
est dans cet état. Vous savez, le gouvernement est censé être pour le peuple, par le peuple et du peuple, n'est-ce pas? C'est dans notre Constitution. C'est dans le préambule. Je veux dire, c'est censé être une exigence presque sacrée. Et pourtant, qui profite de cette guerre que nous sommes en train de déclencher? Qui profite du Venezuela? Qui profiterait du fait que nous prenions le contrôle de Cuba? Qui profiterait si nous faisions quoi que ce soit? Dieu nous en préserve, au Groenland ou à Oman. Qui en profiterait? Le peuple américain en profiterait-il? Zéro. Qui en paierait le prix? Le peuple américain. Nous en payons le prix. Nous le payons chaque fois que nous faisons le plein de nos voitures, en ce moment. Nous le payons chaque fois que nous allons faire nos courses, parce que tout est plus cher, parce que le diesel est plus cher. Par conséquent, le coût du transport de tout ce qu'on peut imaginer augmente lui aussi. Le carburant pour avion augmente. Donc les transports, le transport aérien, les voyages en avion, tout ça augmente. Les Américains ont payé de leur vie. 18 personnes sont mortes à cause d'une guerre qui n'aurait jamais dû commencer. 757 sont blessés, dont beaucoup très gravement. Nos infrastructures de base, des milliards et des milliards de dollars de dégâts. Certaines ne seront probablement jamais réparées. Et maintenant qu'on a ce budget supplémentaire, on veut ensuite un budget de défense de 1500 milliards de dollars. Une expansion massive en une seule année. 500 milliards de dollars de plus pour une armée qui n'arrive même pas à vaincre l'Iran. Pendant ce temps, qu'est-ce qui arrive à notre peuple? Et il l'a souligné là-bas. Si on ne prenait que 200 milliards de dollars de tout ça, et qu'au lieu de perdre 18 Américains, d'avoir 750 blessés, de voir toutes nos bases endommagées, de subir des milliards de dollars de pertes d'équipement, une perte de réputation et des coûts qui augmentent. Au lieu de tout ça, si on disait simplement, vous savez quoi, on va prendre 200 milliards de dollars et on va aider les Américains, d'accord? Franchement, j'en ai ras-le-bol de ces conneries et de tous ces gens qui disent « Oh, c'est du communisme, c'est du socialisme. C'est aider votre putain de pays. » Pourquoi vouloir coller une étiquette négative sur quelque chose qui nous aide, qui vous aide? Beaucoup de ceux qui se plaignent de ce genre de choses en bénéficieraient eux-mêmes. Ce n'est pas du communisme, ce n'est pas du socialisme. C'est aider votre pays. C'est remplir l'obligation constitutionnelle. Le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est ça que le gouvernement est censé faire. Ce qu'il n'est pas censé faire, c'est dire « allez tous vous faire foutre ». Vous vous débrouillez seul sur ces questions-là. Moi, je vais faire des choses qui vont m'enrichir. Moi et le sommet de l'élite. Et on va tuer tous ceux qu'on n'aime pas. Et vous allez simplement devoir l'accepter. Ensuite, on va s'assurer que vos médias vous répètent en permanence qu'on fait quelque chose de vraiment bien, que c'est merveilleux. Et je vais vous convaincre que c'est pour vous. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, les amis. Voilà la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Notre gouvernement est tellement dysfonctionnel. Et c'est ce que j'ai évoqué plus tôt aujourd'hui dans mon autre émission. N'oubliez pas de la regarder. Notre système à deux partis est complètement brisé. Et Jimmy Dore a parlé un peu de cette possibilité d'un troisième parti. Bien sûr, moi aussi, j'y suis tout à fait favorable. Tout ce qui pourrait ne serait-ce que rendre les deux partis plus attentifs aux Américains. Mais en ce moment, ils se concentrent exclusivement sur les élites de ce pays. Et peu importe, rouge ou bleu, républicain, conservateur, libéral, peu importe. Ça ne fait aucune différence. Démocrate. En réalité, rien de tout ça ne compte vraiment. Toute la classe des donateurs, toute l'élite des ultra-riches en profite, peu importe qui siège au Congrès, peu importe qui est à la Maison-Blanche. Et tous ces va-t-en-guerre qu'on ne cesse de vous montrer, tous ces gens du complexe industriel de défense, tous ces géants de la pharmacie, tous ces géants de l'agriculture, tous ces grands groupes agroalimentaires,
Enfin, vous voyez, ils sont tous contents, peu importe qui est au pouvoir, parce qu'eux, ils gagnent et que vous y perdez. Voilà la réalité. J'aimerais voir émerger une alternative, que ce soit avec un troisième parti ou simplement une réforme de ces types-là. Je ne sais pas. On va tous les virer de leurs fonctions. Je me fiche de la méthode, tant qu'elle est légale et qu'elle ne provoque pas de violence. Je suis contre ça. Mais enfin, revenons à un gouvernement qui remplit son obligation constitutionnelle d'être au service du peuple, au lieu d'être au service de la classe des riches donateurs, au détriment, parfois même au prix de la vie, de nos concitoyens. C'est votre message du jour. Merci d'avoir été avec nous. J'ai hâte de vous retrouver. On se revoit lundi, sauf si quelque chose se passe ce week-end. Et vous pouvez toujours compter sur le Daniel Davis Deep Dive pour vous tenir informé. On se retrouve alors dans le Daniel Davis Deep Dive. Vous savez, je n'essaie pas de vous convaincre d'acheter de l'or, ni de vous dire comment gérer votre portefeuille d'actions. Mais il y a une façon de nous aider. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez ceci avec quelqu'un que vous aimez. And share this with somebody you love.